Et peut-être revenir justement sur ce qu'on disait, du coup, pour rentrer maintenant sur comment ça se met en place plus concrètement. Moi, je suis arrivée au sein des musées d'Orsay et de l'Orangerie, c'était en 2020. C'était un mois et demi avant la crise sanitaire. Je suis arrivée en tant que stagiaire. On parlait à ce moment-là de développement durable. Et aujourd'hui, on est en 2023, ça fait 3 ans et demi donc. Et il y a une telle transformation entre 2020 et 2023. J'aime bien repenser à ça parce que parfois, c'est vrai qu'on a tendance à se dire, effectivement, surtout dans nos institutions, les choses avancent très très lentement, beaucoup trop lentement, on va être honnête, comparé à l'urgence climatique et écologique en général. Mais il faut aussi se rappeler de là où on part et du fait que oui, ce sont effectivement des sujets, des enjeux qui sont pris en compte depuis longtemps, mais dans d'autres institutions un petit peu moins, et quand même dans le monde de la culture plus générale, un petit peu moins. Oui, moi je peux aussi faire sans sans les slides. Mais ça, je trouvais que c'était important de le rappeler. Moi, quand je suis arrivée au sein des musées d'Orsay et de l'Orangerie, il y avait déjà eu une volonté des équipes d'aller vers le développement durable. Il y avait un plan d'action qui existait. Et nous, en fait, ce qu'on a fait au sortir de la crise sanitaire, ça a été de reprendre ce plan d'action et de le placer dans une stratégie plus globale. Avec l'idée que quand j'ai vu en fait ce plan d'action, en gros c'était vraiment un document Excel avec 200 actions à mettre en œuvre, ce qui est très bien, c'était très ambitieux, mais ça fait peur à tout le monde en fait, vraiment. Et du coup ça avait aussi un peu cette idée que c'était des choses qu'on faisait en plus de nos missions, en se disant bah, si j'ai le temps, on va aussi faire ça. Et donc nous, ce qu'on a souhaité faire avec l'administratrice générale adjointe de notre établissement, donc qui pilote notre démarche à RSE, ça a été de dire c'est pas quelque chose qu'on fait en plus de nos missions, en fait c'est quelque chose qui s'inscrit au cœur de nos missions. Quand on fait une exposition, il faut qu'on pense directement à l'impact écologique. Alors l'idée à terme, c'est que ça devienne vraiment un réflexe dans toutes nos missions. On va pas mentir, on n'en est pas là, ça commence vraiment de plus en plus, mais il y a encore du chemin à parcourir, mais c'était vraiment cette volonté qui répondait aussi à quelque chose qui était quand même assez présent, qui l'est moins aujourd'hui, mais qui est un peu cette distance, notamment dans nos musées parfois, de se dire mais quel est le lien entre moi, mes missions de conservatrice et l'enjeu climatique. Et cette idée que c'est complètement déconnecté. Aujourd'hui, en 2023, c'est moins vrai. En 2020, vraiment, c'était un obstacle auquel on se heurtait pas mal. Et du coup, c'est aussi vraiment comment on fait en sorte que ça rentre dans les missions, et ça, on en reparlera peut-être après aussi, mais comment un petit peu faire comprendre que, en fait, le fait il faut agir maintenant contre cette urgence écologique, tout simplement parce que ça impacte toutes nos missions. On a parlé conservation du patrimoine, conservation des œuvres, on y reviendra sur les normes de température, notamment par rapport à nos collections. Je regardais ce matin les projections pour Paris en 2050. Alors selon les projections, c'est soit le climat de Marseille, soit Séville, soit carrément Canberra en Australie. Bon, à voir, mais en tout cas ça va beaucoup changer. Non seulement il y a la question des températures, mais il y a aussi la question des réserves. Nous, nos réserves sont juste à côté de la Seine quand même. Donc si le risque de crue augmente beaucoup, c'est un petit souci pour le patrimoine qu'on a dans nos murs. Donc c'était vraiment ça aussi qui est important à un petit peu faire comprendre. C'est que l'inaction aujourd'hui, l'inaction climatique, elle a un coût, et que si on n'agit pas maintenant, c'est vraiment l'ensemble de nos missions de conservation du patrimoine, de transmission du patrimoine, qui vont être ensuite mises en danger dans le futur. Et peut-être pour juste finir là-dessus, là on parle non seulement du risque climatique, on voit aussi, et Marguerite, tu l'as rappelé en introduction, que le cadre réglementaire aussi évolue beaucoup et devient un petit peu de plus en plus contraignant. Peut-être qu'un jour on aura aussi des quotas carbone. On a vu avec la pandémie comment d'un coup tout s'est fermé. Peut-être qu'un jour ça arrivera pour des raisons climatiques. Et donc comment est-ce que nous, on se prépare aussi à éviter que ça n'arrive, et au cas où c'est des choses comme ça, comment on fait en sorte de réduire dès maintenant notre empreinte carbone, entre autres, et empreinte environnementale.
Du coup, je suis partie sur pourquoi on fait ça, mais peut-être juste pour reboucler, après je vous laisse aussi la parole, mais nous, du coup, avec vraiment cette volonté de faire rentrer ce réflexe écologique, on a replacé ça dans une stratégie RSO, avec l'idée de se dire aussi, il n'y a pas que les enjeux écologiques, c'est aussi les enjeux sociaux, les deux vont ensemble, ce qui était aussi un petit peu une volonté stratégique pour justement accrocher toutes les équipes. On a évidemment plein de missions différentes au sein de nos musées. On a environ 700 agents, donc ce n'est pas du tout le Louvre, mais la conférence d'avant, je crois qu'ils ont parlé d'un musée, il y avait 20 personnes. On n'est pas du tout aux mêmes échelles. Et donc, comment est-ce qu'on embarque les 700 personnes? Eh bien, nous, c'était aussi cette idée de se dire, d'un côté, on va leur parler des enjeux écologiques qui, à ce moment-là, ne parlaient pas beaucoup. Mais d'un autre côté, on va parler qualité de vie au travail, égalité femmes-hommes, qui là sont des enjeux qui parlent quand même à la majorité des agents. Donc il y avait aussi cette petite volonté stratégique. Et dernier point, mais ça c'était aussi extrêmement important, je l'ai dit, moi je suis rattachée à l'administration générale et c'était vraiment cette volonté aussi que la stratégie RSO, elle soit portée par notre président, par notre administration générale et pas par les bâtiments ou la logistique dans un coin. Et du coup, vraiment de travailler avec toutes les directions de l'établissement là-dessus. Et là, vous avez sur la slide les 3 piliers sur la transition écologique, donc sobriété énergétique, décarbonation, comment on réduit notre empreinte carbone, et toutes les questions d'économie circulaire, comment on limite notre consommation des ressources naturelles. Et donc, tu peux un peu expliquer comment vous mettez en œuvre? Est-ce que ça passe par des groupes de travail sur les trois pôles? Comment vous fonctionnez? Non, en fait, nous, on a fait le choix que ce soit porté. Donc, moi, je coordonne vraiment la mise en œuvre du plan d'action. Et ensuite, dans chacune de nos directions, on en a à peu près 13 en tout. J'ai un correspondant ou une correspondante RSO qui est un petit peu le relais et qui est en charge de conduire la démarche. Après, très honnêtement, ça c'était sur le papier. Ce n'est pas toujours vrai dans la mise en œuvre. On s'est beaucoup appuyé sur les volontés existantes des personnes qui étaient déjà très sensibilisées, qui voulaient avancer. Et ces personnes continuent aujourd'hui à être un petit peu les moteurs. Mais on n'a pas de groupe de travail. L'idée, c'est vraiment que chaque direction, dans ses missions, intègre les enjeux écologiques notamment. Et vous avez un copil qui se réunit, vous avez des instances? Alors, on a des instances, on a un comité stratégique qui est présidé par notre président, donc ça c'est important aussi symboliquement. On rassemble tous les directeurs une fois par an avec notre président et on présente notre bilan RSO de l'année et on annonce les priorités de l'année à venir. Avec l'idée vraiment du coup de montrer, de prendre tous les directeurs et de leur montrer, ça c'est une priorité d'établissement, donc il faut tous qu'on avance là-dessus. Et on a bien vu la différence entre le premier comité stratégique qui devait être du coup tout début 2022 et celui de 2023 où en fait tout le monde commence à vouloir présenter ses projets et puis c'est vrai qu'on en a maintenant beaucoup plus qu'on en avait à l'époque. Et je n'ai pas dit, mais notre stratégie RSO, on l'a présentée en conseil d'administration aussi, ça c'est important. Et chaque année, on prépare un bilan RSO, donc de toutes nos actions RSO, qu'on présente également en conseil d'administration. Donc avec l'idée qu'on rend compte à notre tutelle de ce qu'on fait. Et est-ce que par exemple, vous l'avez aussi, s'il est présenté en CA, ça devient évidemment un document stratégique, mais est-ce que vous l'avez aussi intégré par exemple dans votre contrat d'objectifs et de performance puisque c'est aussi, c'est dans ce type de document qu'on commence à voir dans les COP qui sont obligatoires pour les établissements publics. Tout à fait. Alors notre COP est actuellement en refonte. Donc il y aura, vous retrouverez voilà, chaque indicateurs. On a des indicateurs RSO du coup qu'on a repris et qui sont donc dans notre bilan RSO et qui sont également qui figurent au COP. Et ta question est très juste parce que par exemple quand tu regardes le COP, le contrat d'objectif du Louvre, ça n'est pas énoncé en soi. Ouais. C'est un objectif parmi d'autres objectifs.
pas, l'économie des ressources. Alors l'économie des ressources, on va la trouver dans le bilan énergétique du musée et les enjeux de baisse de 10% de consommation. Mais on ne va pas le retrouver comme un indicateur en soi, pour le moment. Ça pourrait changer. Et moi j'ai une question de moyens aussi, parce que j'ai travaillé il y a très longtemps à Orsay, donc la circulaire Fillon, ça a été un des premières. Et comme vous le disiez très justement, ça vient en plus, c'est un tableau en plus, une restitution en plus, etc. Donc l'idée effectivement de mettre au cœur que ça soit partie intégrante de nos missions, et évidemment aujourd'hui ça va de soi, ça n'allait pas de soi au moment où la circulaire Fillon sur l'état exemplaire est sortie. Mais après, il faut des ressources, des personnes, il y a les référents, mais il y a des personnes dédiées, et il faut aussi un minimum de ressources aussi financières. Est-ce que vous avez dégagé un budget spécifique ou est-ce que vous estimez que chaque département doit aussi consacrer, comment ça s'articule financièrement? Parce que je pense que c'est intéressant dans notre dialogue avec les tutelles, quand on leur dit, non, on n'a pas forcément les crédits de fonctionnement pour faire ci, ça, et on n'arrivera jamais à avoir une politique de décarbonation ou de sobriété si on ne fait pas tel et tel investissement. Ça, comment vous travaillez? Alors nous, on a fait le choix de ne pas avoir de budget dédié RSO, voilà, mais de vraiment l'intégrer. En fait, chaque direction l'intègre dans son budget de fonctionnement. C'était aussi vraiment, ça revient à ce choix il faut que tout le monde prenne conscience qu'on en est tous responsables et que ce n'est pas seulement moi qui vais en fait mettre en œuvre toute notre politique RSO, c'est tout le monde. Après, on se pose davantage cette question aujourd'hui, ou en tout cas de faire ressortir davantage le budget qui est consacré à toutes ces questions. Mais aujourd'hui, on n'a pas un budget spécifique. Mais c'est vrai que si on prend un exemple concret, parce que c'est toujours plus facile, si on prend le sujet de l'éco-conception des expositions, il est vrai, et ça a été très bien démontré quand le musée d'histoire naturelle a fait l'exercice de l'analyse de cycle de vie. Ça a un coût, éco-concevoir a un coût, réemployer a un coût, parce que derrière il y a de l'inventaire et qu'on sait, vous le savez très bien, qu'on ne construit pas de la même manière quand on réemploie derrière ou quand on fait quand on stocke et qu'on doit trouver les espaces pour stocker, et qu'effectivement, si ce n'est pas intégré dans nos contrats d'objectifs et on se dit, ça coûte 5% de plus ou ça coûte 10% de plus, au final, c'est difficile, c'est extrêmement difficile à mettre en œuvre. Donc, c'est aussi des choses sur lesquelles il faut qu'on soit très entreprenant pour démontrer que ça a aussi un coût. C'est pas que la vertu. Ça se télescope avec les politiques d'achat et la maîtrise des dépenses sur lequel, lui, c'est un indicateur qu'on retrouve dans le Bien sûr. Mais je pense qu'il y a aussi une question d'anticipation sur l'avenir, ou on en a parlé tout à l'heure, typiquement avec la crise en Ukraine, où tout d'un coup il n'y avait plus de bois et le coût des matières premières a triplé. Mais en fait là, si on avait des cimaises, si on avait eu directement des cimaises réutilisables, là il n'y avait pas de problème. Donc il y a aussi d'intégrer ça. Mais je suis d'accord qu'actuellement ce n'est pas encore tout à fait... moi souvent je cite aussi l'exemple que toi tu as bien connu aussi au musée d'Orsay ou ailleurs, où pendant des années on a voulu externaliser notamment les métiers d'art dans les musées, où on a déshabillé les équipes et où on n'a plus d'équipe pour faire les choses, où on se souvenait qu'on avait de magnifiques ateliers de menuiserie dans lesquels on pouvait couper, peindre, etc. On a dit non, tout ça on n'en a plus besoin, et donc on ne sait plus travailler en circuit court. On adore travailler en terre. Et c'est vrai que ça a permis la montée en puissance de plein de boîtes qui font un super boulot. Mais c'est quand même révélateur d'une évolution des musées qui est en contradiction totale avec ce qu'aujourd'hui on essaie de prôner. Donc on est pris dans ces injonctions, qu'on appelle ces injonctions contradictoires tout le temps. Alors que la réutilisation des matériaux est un phénomène très ancien. La CNH de Fontainebleau nous explique que dans l'aile Louis XV, dans la Charpente, ils retrouvent des
des morceaux de poutre Bien sûr. du Moyen-Âge et des morceaux de statues réalisés sous Henri IV dans des cheminées de 19e. Donc il y avait une logique de réutilisation des matériaux beaucoup plus poussée que ce qu'on faisait aujourd'hui. On revient aux bases. Tu voulais commenter tes 2-3 images après ou... Non, c'est sur le projet avec Argenteuil. Je pense que si on a l'occasion, on y reviendra, mais ça s'inscrira, je pense. Moi, je te passe la parole sur la politique. Tu veux réagir à ce qu'on Non, c'est vrai qu'il y avait cette question de l'éco-conception qui coûte plus cher. Et est-ce que, justement, quand il n'y a pas un projet dédié, est-ce que vous avez décidé de renoncer à certaines choses? Comment, en fait, ça va être ventilé pour qu'on puisse dégager suffisamment de fonds pour éco-concevoir Après, je pense, et encore une fois, c'était quelque chose qui a été dit à la table ronde où j'étais précédemment, il y a quand même aussi se dire que Orsay, le Louvre, on n'a pas les mêmes... en fait, on a quand même beaucoup de ressources financières, parce que ça a été dit, et c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de petits établissements qui vont vers l'éco-conception pour des questions d'argent. En fait, très honnêtement, nous, on trouvera l'argent. Enfin, c'est pas tant que ça. Et c'est même du coup, en fait, maintenant, on va beaucoup plus dans des démarches d'éco-conception. Là, on a beaucoup changé là-dessus. Mais c'est vrai que pendant longtemps, le prix n'était pas un facteur bloquant. Donc finalement, il n'y avait pas du tout cette volonté de changer nos pratiques. Alors on voit... plus la course à la fréquentation. Enfin, je veux dire, Et l'idée, on sait quand même que les écomusées ont été les premiers lieux sobres, par définition, l'écomusée, vu les moyens qu'il avait pour fonctionner et son budget de fonctionnement, il fonctionnait à la sobriété avec très peu de moyens. Donc, effectivement, la question des moyens financiers, elle peut se poser à des niveaux extrêmement différents. Très vite, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps et c'est peut-être intéressant qu'on ait un moment d'échange et qu'on puisse un petit peu aussi évoquer la formation et ce que font les augures en particulier, Marguerite. Vous dire que le Louvre s'est engagé depuis déjà 10 ans sur cette question du développement durable. Il fait partie du club des entreprises durables et il a articulé ses missions avec, donc depuis 2009, avec ce qu'on regardait tout à l'heure, c'est les fameux objectifs de développement durable. Donc ces objectifs de développement durable, il y en a 17. Et un peu comme le Centre Pompidou a fait exactement la même chose. Quand j'ai quitté le Centre Pompidou en 2019, on commençait à réfléchir exactement ce que tu disais, c'est-à-dire comment on identifie 3-4 grands champs d'action dans lesquels on va pouvoir embarquer tout le monde. Parce que la question, c'est d'abord d'embarquer les équipes avant d'afficher une politique, si vous me voyez venir. Donc le travail a commencé par, voilà, il y a 17 ODD, et où est-ce qu'on se retrouve, nous, en tant qu'établissement culturel, dans ces ODD. Donc il y a un certain nombre qui ont été identifiés, évidemment, on n'en parlera pas ici, mais tout le volet social sur lequel le Louvre a énormément travaillé pendant 10 ans, sur la promotion égalité hommes-femmes, sur la lutte des conduites addictives en interne particulièrement, et puis sur des choses peut-être un peu moins attendues. Il a beaucoup travaillé sur le restaurant du musée, et c'est notamment mon collègue Maxime Cossanel qui a mis en place dans la cantine et dans les conceptions des démarches responsables, aussi bien dans l'alimentation bio, et dans tout ce qui va avec les déchets produits dans ce cadre-là. Donc les ODD, elles sont vraiment très larges. Elles permettent de prendre en charge énormément de choses, et des choses bien plus classiques comme le recyclage. L'objectif, c'était à la fois de développer une communauté d'acteurs. Donc, tu l'as très bien dit, Misty, c'est travailler au sein du musée, travailler avec les équipes et catalyser les énergies. Entretenir une dynamique de collaboration transversale interservice. Ça, c'est de travailler pas seulement du haut vers le bas, mais bien sûr en transversalité.
Et ce qui est intéressant, c'est une fois de plus, c'est la culture du changement que ça induit. Parce que du coup, vous êtes obligé de travailler en transversal et du coup, vous êtes obligé de travailler à la fois avec les directions dites opérationnelles, les faisans et les fameux sachants, et les départements, enfin, liés au Louvre ou les secteurs de collection, je ne sais pas comment vous les appelez à Orsay, qui, assez naturellement, je dois le dire au début, ne se sentent pas très impliqués. Et puis petit à petit, ils rentrent dans le jeu parce que justement, il y a quand même une énergie qui s'en dégage. Et puis que quand même, on peut se dire assez vite qu'il y a des thématiques à travailler en termes de sujets d'exposition, de médiation des publics, de parcours des collections. Et on l'a bien vu tout récemment, qui sont extrêmement intéressantes d'un point de vue scientifique. Donc les choses ont quand même beaucoup bougé là-dessus. Si tu veux, juste sur la slide précédente, celle-ci, catalyseur d'innovation dans les pratiques et métiers du musée, oui, parce que je reviens à la question des métiers d'art, ça valorise des métiers qu'on ne voit pas au musée. Et c'est aussi extrêmement intéressant de ce point de vue-là. Des projets qu'on ne voit pas non plus. Par exemple, je suis sûre que vous ne savez pas que le Louvre a tout un travail dans les prisons. Donc on va dans les prisons et on fait tout un travail de médiation de l'art dans les prisons. On va aussi beaucoup dans les hôpitaux. Et il y a eu, je crois, un millier de soignants qui ont été accompagnés dans les hôpitaux. Donc tout ce travail-là, il est totalement invisible, mais il a du sens d'un point de vue d'une démarche éco-responsable. C'est aussi les outils d'évaluation et de suivi des performances dont on va parler, et le partage et l'engagement entre musées, et c'est tout le travail de réseau qu'on évoquait en introduction. Très vite, après je vous donne quelques éléments. Donc ce travail qui ne se voit pas beaucoup, et c'est la raison pour laquelle notre présidente souhaite qu'on lui donne plus de visibilité, mais il se passe quand même vraiment des choses très concrètes, puisqu'on a, en termes de consommation d'énergie, on a une baisse de 16% des consommations énergétiques dans le musée entre 2018 et 2022, ne serait-ce qu'en changeant des matériels qui sont souvent devenus obsolètes. Tout à l'heure, le collègue disait, voilà, on installe un matériel, une CTA, la CTA, elle a 20 ans d'âge, voire 30 ans, et au bout de 30 ans, il faut renouveler. Et on sait qu'on fait des économies tout à fait substantielles sur ces sujets-là. Et je pense qu'on peut encore aller plus loin. On voit ici aussi le passage au LED, c'est-à-dire le changement de l'éclairage, et aussi quelque chose qui est un grand facteur de consommation énergétique. Un truc sur lequel on n'est pas très bon pour le moment, si tu peux revenir juste en arrière 2 secondes, c'est une régulation plus optimale de la gestion du climat en salle. Ça passe par une cartographie un peu fine des espaces, et aussi des changements de pratiques dans l'accrochage. Se dire, peut-être qu'il faut accepter que cette œuvre primitive sur bois extrêmement sensible ne soit plus exposée sur le panneau plein sud en face de la fenêtre, où elle rôtit tranquillement, et qu'on accepte de la mettre dans une autre salle. Voilà, c'est des choix et des compromis à faire. Les changements de prestataires aussi en font partie. Bien sûr, il y a un jardin, il y a le jardin des Tuileries, ça ne vous aura pas échappé. Donc il y a aussi une gestion écologique de la biodiversité dans ce jardin. On a rénové le bosquet des Exèdres avec la plantation de 136 nouveaux arbres. Il y a des nouvelles essences qui sont implantées. On revégétalise des rampes de l'Octogone, donc là on peut aller vite, mais ça fait partie. Le Louvre n'est pas que un musée, c'est un palais, un lieu patrimonial, une demeure royale, et aussi un parc et un jardin. Et lutte contre les nuisibles, les maladies, on a introduit des abeilles, on gère mieux les déchets, on installe des nichoirs, enfin voilà, on fait plein de choses. Et ce qui est aussi très exemplaire, et là encore je salue le travail de mon collègue Maxime Cossanel au sein de la direction de la logistique, c'est tout le travail d'économie circulaire. Et notamment le Louvre, je ne crois pas me tromper ici en me disant que c'est un des premiers qui a vraiment développé une économie systématique du don, du don des mobiliers de bureau, des mobiliers de conservation, des mobiliers de scénographie, et à tous les niveaux. Je dis ça, je disais
il y a longtemps aussi. Il y a longtemps. Ils en avaient marre de retrouver le mobilier sur eBay en vente et donc ils se sont dit finalement pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas. Voilà, il y a à la fois la politique de don et puis on a mis en place une commission des biens au sein du Louvre qui examine aussi toutes les banquettes, les vitrines anciennes, les 6 mètres de récupération, le mobilier de bibliothèque des années 30 qu'on va démantibuler. Tout ça, qu'est-ce qu'on en fait? Évidemment, on ne le jette pas, mais on le passe en instance. Cette instance, elle déclasse et ensuite elle peut donner via la plateforme de don qui est juste après. Alors, juste pour finir, où on y reviendra, c'est comme tu veux, Marguerite, sur les freins et les leviers. On peut... En fait, il reste pas beaucoup de temps, donc Donc vas-y, toi, peut-être sur ce que vous faites aux augures. Non, mais je pense que c'est bien de parler de vos freins et leviers, et moi je pourrais abonder là-dessus, si on veut garder un peu de temps pour la formation. Ouais. Surtout, moi je voulais juste rebondir sur la sobriété énergétique et aussi parce que du coup j'ai entendu qu'on a parlé quand vous vous présentiez architecte, bâtiment et quelque chose et du coup ça recoupe avec un frein finalement et à la fois un levier. On vient aussi de faire notre bilan carbone et l'un des plus gros postes, excepté les déplacements des visiteurs évidemment, mais ensuite ce sont les bâtiments et notamment les consommations énergétiques. C'était pas une surprise, on s'y attendait. Et là-dessus, il y a quand même évidemment, nous, comme le Louvre et comme beaucoup d'autres musées, on est dans des monuments historiques. Du coup, ce qui veut dire qu'évidemment, en plus, on a une orangerie, une gare, enfin ancienne orangerie, ancienne gare. Donc vraiment pas des bâtiments qui étaient faits à l'origine, ni pour conserver des œuvres, ni pour recevoir du public qui reste longtemps, des agents, etc. Bref. Du coup, ça demande des investissements énormes pour faire des travaux de rénovation, notamment à Orsay, on va rénover tout l'accueil, toute la marquise, ce qu'on appelle la marquise qui est sur le parvis, qui aujourd'hui sont des grandes vitres, donc il fait très chaud en été, très froid en hiver. Sauf que comme ce sont des monuments historiques, il y a évidemment beaucoup de règles de conservation du patrimoine. Et ça, c'est aussi quelque chose où c'est peut-être des contraintes qu'on espère voir un petit peu évoluer dans le temps, parce qu'en fait, aujourd'hui, on ne peut absolument rien faire, parce qu'on est obligé de vraiment conserver nos bâtiments, en fait, comme ce à quoi ils ressemblaient au 19e siècle. Alors, on travaille avec les architectes des bâtiments de France et des monuments historiques pour trouver des solutions. Et là, par exemple, on réfléchit à produire de l'énergie renouvelable, à utiliser de la géothermie, à avoir des panneaux solaires. Donc ça, on y réfléchit, on étudie la question, mais il y a quand même là la question des monuments historiques et de quel est le compromis à faire entre conservation de notre patrimoine et aussi faire face à la fois limiter le dérèglement climatique et puisque de toute façon il va arriver à certaines plus ou moins grosse échelle, comment est-ce qu'on adapte nos bâtiments à ce changement. Et ça, c'est vraiment un levier à la fois une question de financement énorme, nos investissements beaucoup de millions d'euros et quelque chose qui pour le coup a un impact très très important. Voilà. Toi, Marguerite, dans le lien que vous avez, ou peut-être toi aussi chez Artère, le lien que vous avez avec les institutions culturelles, plutôt le service public, vous avez senti vraiment un changement d'état d'esprit? On fait souvent appel à vous. Oui, nous on s'est créé en avril 2020 au moment de la pandémie et on n'arrête pas de travailler, on est sur-sollicité. Et c'est vrai que moi je travaillais sur les enjeux de transition écologique depuis 5 ans à peu près. Et avant en fait, les enjeux environnementaux, ils étaient présents dans la culture, mais simplement sous forme, on va faire une exposition sur ce sujet où c'était un thème. La culture, c'était un lieu de sensibilisation, mais on ne se posait pas trop la question de ces pratiques, ce qui peut être entendable, parce que c'est vrai que sur le papier, on se dit, on pourrait se dire, on n'est pas, il y a d'abord plein d'autres secteurs qui doivent changer leurs pratiques, mais je trouve que l'axe, en fait, l'entrée risque et vulnérabilité, c'est ce qui a fait prendre conscience au secteur de son urgence à changer. Et puis, voilà, je pense que la dernière fois, il y avait Valérie Martin de l'ADEME qui parlait de l'humilité. Et je trouve que c'est vraiment un mot. Il y a toujours cette idée de l'exception culturelle, mais c'est pour l'art, c'est pour la culture, donc ça ne nous concerne pas. Et en fait, de prendre un peu cette casquette d'humilité, et je trouve que c'est aussi. Elle en parlait pour la formation. Et en fait, on parle, on sait l'importance aussi de former, l'urgence en fait de former les professionnels de la culture aujourd'hui
à changer leur métier, à être débrouillards, à réintégrer aussi les métiers d'art. Voilà, nous on a accompagné certaines structures qui a en interne plein de métiers de scénographe, d'architecte, etc. Mais tout est décentralisé. Et pourtant, en fait, on se retrouve face à des agents qui sont déprimés parce qu'en fait, ils font plus leur métier sur lequel ils étaient formés. Ils deviennent en fait des opérateurs techniques à devoir écrire des cahiers des charges toute la journée et à plus du tout faire leur métier créatif pour lequel ils sont. Donc il y a ce sens aussi à retrouver. Voilà, cette question d'humilité, en tout cas, je la trouve aussi très intéressante, d'écoute. Voilà, elle disait, moi je prends toujours beaucoup mes stagiaires, c'est les gens qui vont me donner les meilleurs conseils parfois. Parce que voilà, c'est des gens qui lisent, c'est des gens qui sont au fait. Voilà, pas mal de choses alors, soit on parle des freins, soit on peut aussi déjà parler des leviers, soit peut-être aussi vous avez des choses à. Ouais, sur les freins, je pense qu'on en a évoqué pas mal d'entre eux sur le manque d'outils d'évaluation et d'outils techniques. Ça fait partie des ambitions qui ont été posées clairement par la ministre et il va y avoir différents appels d'offres sur ces sujets. Donc on ose espérer qu'on va avancer sur ces questions-là. Manque de coordination et d'organisation dédiée en interne. Tu disais qu'il y a eu récemment une rencontre avec les référents RSE et que vous êtes de plus en plus nombreux. Une des questions qui se pose, c'est faut-il des référents RSE dans chaque institution? Est-ce que ça a du sens ou pas? Mais en tout cas, il y a encore souvent un manque de coordination et d'organisation dédiée en interne, même si c'est en train de changer. Ça, on peut s'accorder là-dessus. Difficulté d'intégration des contraintes organisationnelles et juridiques dans un cadre de production demeuré classique. Primat du commissariat, délai, les coûts, c'est clair. Là, encore une fois, c'est accompagner au changement sur les pratiques professionnelles et c'est pas si simple. Le conflit de valeurs aussi, entre des approches plus classiques de l'exposition, des approches éco-conçues qui peuvent demeurer perçues comme moins disantes. C'est souvent, il y a une architecte parmi nous, c'est souvent une des difficultés pour les architectes. Ils ont parfois le sentiment, pas tous, d'être en partie dépossédés de leur créativité parce qu'on leur impose un schéma de contraintes liées à l'éco-conception qui les briderait. Certains retournent le truc en disant la contrainte crée aussi une forme de créativité. Donc c'est à la fois un frein, mais ça peut devenir un levier. Ce sera intéressant d'avoir ton avis là-dessus. Les dialogues et la compréhension entre commanditaires et prestataires. Ça, c'est pas toujours évident. Le frein aujourd'hui, c'est que l'intégration de clauses de RSE dans les appels d'offres existe peu. Elle est petit à petit, elle se met en place. C'est aussi une source pour justement mieux dialoguer que d'avoir des clauses. Mais c'était la question que vous posiez lors de la précédente table ronde. Donc il y avait le Palais des Beaux-Arts de Lille qui, eux, ont vraiment mis ça en place. Et après, il y a un autre, il y a eu l'exposition Renaissance à Universcience où ils ont fait en fait tout un cahier des charges. Et éventuellement, je pourrais vous envoyer, où on voit justement les clauses environnementales et ils ont réussi à faire une exposition 100% éco-conçue où tout a été ensuite redispatché, démantelé. C'était vraiment un démontage en 3 jours. On n'avait jamais vu un démontage comme ça. Extrêmement propre, chaque matériau séparé, donc tout a pu repartir dans des circuits de valorisation, de dons, de réemploi. Et donc voilà, mais c'est des exemples, voilà, il y en a 4 ou 5. Celle qui est actuellement là, sur l'urgence climatique à la Villette, pareil, ils avaient fait l'appel d'offres pour la scénographie. Il était vraiment bien fait, où en gros il y avait des mentions sur l'éco-conception partout en fait. C'était vraiment, ça transpirait partout, il n'y avait pas et c'est dans les critères sur de 100, sélection. c'était partout en fait. Et moi j'ai une question, mais vous l'avez peut-être abordé en début de séance. Je suis arrivée en retard et en plus je vais devoir vous quitter parce qu'on a le débrief de la journée. Mais quid des attentes du public? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous travaillez? Est-ce que, parce que c'est un petit peu aussi la grande inconnue. Est-ce qu'on va aller vers un public qui voyagera point? Voilà. Est-ce que
un agacement du public sur certains points. Alors, c'est toujours paradoxal, hein. Cet hiver, on diminuait le chauffage et on avait des visiteurs qui râlaient dans le livre d'or parce qu'il faisait froid et que la sobriété énergétique, tout d'un coup, c'était plus du tout le problème. Bon, c'est toujours, ou alors, pourquoi il n'y a pas de papier, voilà, ou pourquoi est-ce que dans d'essuie-mains, etc. Donc, c'est pas forcément, notre public n'est pas forcément exemplaire, mais est-ce que vous avez des études, parce que nous, on fait partie des établissements à Fontainebleau, on n'aura jamais les moyens de faire des études du public, il en existe peut-être au ministère, mais je trouve que c'est intéressant aussi de savoir quelles sont les attentes de notre public. Il y a quelques années, on disait, bon, allez hop, on met en sortie de visite, on va mettre une urne pour récupérer des plans guides, et puis avec la pandémie, plus personne ne veut toucher le plan guide, il y a aussi eu des changements un petit peu. Ça aurait été intéressant de poser la question au Palais des Beaux-Arts de Lille, parce que je crois qu'ils ont fait un travail avec les publics et ils en ont tiré des enseignements. Mais c'est voilà, mais je pense que c'est les seuls, et c'est un truc en fait, c'est un truc aussi général de la culture, c'est qu'il n'y a pas du tout la culture du chiffre, d'aller interroger ses publics, ça vient un peu, mais... Traditionnellement, on n'interrogeait pas vraiment les publics, ou alors on allait les interroger au travers de les toilettes sont-elles propres, oui, non, enfin tu vois, sur des choses qui sont liées à l'hygiène et à la sécurité, quoi, mais pas à l'écologie. Non, mais ça fait par exemple une exposition dans une très grosse institution, ça représente 3 containers qui va à la poubelle, en fait, ils ne le savent pas. Il y a eu, franchement, même quand on fait des recherches... Vous savez pourquoi je pose la question? Parce qu'en revanche, le département de Seine-et-Marne fait son schéma de développement touristique dans la lignée de ce qu'a fait le CRT, etc. Et donc, on a beaucoup parlé de mobilité douce, de slow tourisme, le slow tourisme dans tous les sens. Et ben, le patrimoine culturel, il n'est pas identifié par le public comme une source de slow tourisme. Et ça m'a vraiment frappée. Je me suis dit, ok, aujourd'hui, pour des jeunes, le slow tourisme, etc., c'est prendre son vélo, etc. Voilà. Mais finalement, le patrimoine culturel ne peut pas être une partie intégrante à l'issue de la première étude et du diagnostic, j'ai été extrêmement surprise. Et c'est là où je me suis dit, mais on n'interroge pas notre public et surtout, on ne sait pas quel comportement ils vont développer dans les prochaines années, et nous qui sommes toujours excentrés, ça nous intéresse, parce que quand on est dans Paris intramuros, même si tous les visiteurs viennent du monde entier et ont déjà une empreinte carbone super, certains de l'idée de reprendre la voiture pour aller à Versailles, à Fontainebleau, à Chambord, aujourd'hui ça les interroge aussi. Donc, alors, je pense que Univers Science, dans leur exposition, interroge leur public et que par rapport à ce schéma de mobilité douce mis en place par Univers Science, ils font des études ils ont fait des études de public préalables et ils en font. C'est François Quenet que tu qui voilà, l'ancien de la FM qui suit ça. Et François. Parce que c'est frappant, enfin, c'est vrai qu'on s'intéresse parce que nous, on a un observatoire des publics, donc nous, pour le coup, on pose quand même beaucoup de questions. On pose justement beaucoup trop de questions. Mais moi, ça fait déjà plusieurs années que je voudrais qu'on insère une question sur ça. C'est juste qu'on a du mal à voir comment la formuler. Mais là, je pense que c'est quelque chose vers lequel nous, on va de plus en plus. Et moi, notamment, on travaille aussi beaucoup. On va poser la question davantage à des jeunes, parce que des jeunes générations, enfin, du coup, peut-être nos générations finalement sont de plus en plus, nous ce qui nous intéresse c'est à quel point ça va impacter les choix de consommation culturelle, c'est ça. Comment est-ce que ça va finir en boycott, en fait je pense qu'il faut qu'on se pose la question. Et ça m'a vraiment frappé de me dire, dans le slow tourisme, il n'y a pas le patrimoine culturel, waouh, c'était un choc. Moi je dois vous laisser, mais vous savez que ce soir, le salon du livre reste ouvert plus longtemps, qu'il y a un verre avec les éditeurs, etc. Et je vous remercie, c'était merci intéressant. Pour votre invitation en tout cas. Juste pour finir, on voulait vous montrer cette image. C'est un nuage de mots qu'on a fait au terme d'une session sur l'éco-conception à l'INP. À partir des ressentis du public, de professionnels
Merci Anne, à bientôt. Je vais compter les nombres de festivaliers. Je trouvais que j'avais envie de vous la montrer parce que c'était assez représentatif de nos échanges. Et on voyait au centre, il y a quand même réduire et mutualiser et impliquer. C'est-à-dire qu'à la fois mon implication et l'impact que j'ai sur la société qui m'entoure, mais aussi les efforts que moi je peux faire pour réduire et pour mutualiser. Donc j'étais assez contente parce que en termes de bilan, c'est toujours extrêmement intéressant d'avoir ces choses-là qui sont aussi de l'ordre du ressenti des participants, mais il y a l'implication en interne, celle des personnels, et bien sûr, Anne avait raison de souligner l'implication des publics qui de plus en plus ont envie de s'impliquer sur ces questions et d'interagir avec le musée. Et dans une vision prospectiviste, je pense de toute façon qu'il faut faire avec son public. Bien sûr. Quoi. Moi, j'ai une étudiante qui s'appelle Isabelle Guerrero qui est en train elle soutient le 15 juin à l'école du Louvre. Elle a fait son mémoire sur la médiation du climat dans les musées. Je pourrais échanger avec elle. Oui, ou tu peux venir à sa soutenance si tu veux. Même avant, parce que bon, je te l'emprunt. On n'a pas trop le temps de répondre à des questions, du coup. On n'a pas fait les leviers. Les leviers, ça va être on a parlé de formation. La formation, les outils, l'acculturation de nos collègues, le travail de sensibilisation qu'on fait aujourd'hui avec vous, travail en réseau aussi, qui est super important. En fait, il existe tellement de choses que démutualiser. Il commence à exister pas mal de choses en ligne. Les augures, par exemple, mettent tout en open source, donc il existe plein d'outils. En fait, au début, c'est un peu une question pour lancer la démarche de temps et de mobilisation de 3 personnes qui sont méga motivées, à qui la direction va dire je vous donne un petit peu de temps, proposez-moi quelque chose. En fait, sinon ça fonctionne pas en fait. Sinon, c'est pas par Donc on revient toujours à la direction en fait. C'est la conclusion Le portage. En fait, nous on a pu voir par exemple, nous on a pu accompagner des structures où c'était l'initiative une partie du musée, de l'établissement qui voulait faire changer les choses, mais la direction n'était pas du tout mobilisée. Et bien en fait, à chaque fois, on mettait un truc, on mettait un élan, on essayait de motiver des équipes, on faisait des journées, etc. Et en fait, au bout d'un an, tout s'est soufflé. Et il faut qu'il y ait vraiment une vision portée par la direction, vraiment l'envie de changer les choses, etc., de lancer tout le monde et choisir le bon cadre pour agir, peut-être commencer par un petit diagnostic. Qu'est-ce qu'on fait déjà de bien? Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Et ensuite, petit à petit, commencer à se dire, alors, cette année, notre objectif, ça va être ça. Comment on met ça en œuvre? Et après, essayer de regarder les ressources qui existent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, depuis la pandémie, depuis 3 ans, il y a vraiment énormément de guides qui ont été créés, il y a des collectifs. Et l'idée du réseau aussi, je pense que c'est super important. Parce que tout seul, c'est compliqué en fait de porter ce genre de démarche, d'aller à la rencontre de structures, de voir qu'est-ce qu'il y a pu se faire. Ça, c'est des idées. Et puis après, essayer de commencer à se former, à se sensibiliser. Mais déjà voir en interne un peu qui sont les personnes ressources, qui sont intéressées par le sujet, qui peut-être qu'un tel, il est super calé sur les enjeux énergétiques, l'autre sur les enjeux alimentation. Et déjà faire un petit groupe comme ça et voir un peu ce qui se fait. Ouais. Peut-être s'appuyer, moi je sais que on s'est beaucoup appuyé aussi sur les évolutions de la législation, essayer de trouver des choses qui font que, parce qu'en fait on a beau dire, tout le monde n'a pas conscience que l'urgence écologique est là, et malheureusement parfois c'est seulement les enjeux financiers, ou de dire que en fait le ministère, la tutelle, alors je ne sais plus quel était votre statut exactement, mais en fait de se dire il faut qu'on utilise ça pour pouvoir faire progresser tout le reste. La conclusion, c'est qu'on fait 2 jours sur le climat et on nous donne des balles en plastique. Les parents, il y a pas si vous voulez au bout du chemin. Et vous avez des bouteilles en plastique. Et des bouteilles en. Oui, ça va, je sais pas si elles sont. Mais bon.
Voilà. Mais si vous voulez, on peut poursuivre C'est cette ça, j'allais dire que discussion. on prend tous les mêmes transports aussi. Non. Oui, Peut-être pas avec des règles de Il y a quand même, oui, je pense que j'ai et si vous voulez communiquer avec nous, moi c'est mon prénom, moi mon nom, @louvre.fr. Voilà. Et de même Très simple. pour musée-orsay. Moi, je pour les payer des charges, pour avoir des exemples. Ouais, je vous envoie ça. Oh non, c'est pas. Ah ouais, non, je la garde. Non, sinon je vais la mettre en photo comme ça après. Voilà. Ça marche. Je vous écris. Désolée, c'est un peu abrupt comme ça. Alors, tu n'as pas de carte de visite? Merci beaucoup. On ne s'était pas croisé à l'INP? Vous n'avez pas suivi d'informations à l'INP? Non, moi j'en ai. Non, on a dû se croiser la journée d'Estelle Bauer, peut-être. Peut-être. À l'INHA? Non? Ou sinon, je suis souvent à l'INHA pour suivre les journées sur l'art asiatique. En ce moment, elle est là tout le temps. Super. En tout cas, très heureuse d'avoir fait ta connaissance. Et j'oublie mes gars. Bah, c'est pas grave. Moi, je prends les cartes. Les badges sont beaux, les badges pour le Bah, moi, je trouve qu'ils ont. En revanche, sur la charte graphique, c'est un peu bien. Tu prends aussi les transports? Ah, moi, il faut que je Ouais, là, sois bien pour rentrer. Moi, je sais pas, là, prendre un bus, un train. Ah bah, tu nous suis alors et tu vas au moins du gala. Ok. Bon, on va faire le bus. Ah, le bus ou le Le TER? bus et ensuite. Et ensuite, j'espère Un que peu ouais, soit c'est un Au revoir. Au revoir. Merci de votre attention. J'adore les intervenants qui partent. Merci de votre attention.